Bonjour les élèves, la dernière fois en fait on avait terminé avec la solution finale donc, qui a été mise en œuvre à partir de 1942 et qui correspond à l'extermination industrielle et rationnelle des Juifs à l'échelle de toute l'Europe. Alors il nous reste à étudier maintenant Auschwitz qui est ce qu'on appelle à la fois un camp de concentration et un camp de la mort. Donc ce sont deux notions que l'on va expliquer ensemble. On commence par situer, par voir où se trouve Auschwitz. Donc je vous ai mis ici Google Maps. On est en Pologne, on n'est pas très loin de Cracovie et c'est un climat continental. Donc ça veut dire qu'il fait chaud, voire très très chaud en été, donc environ ça peut monter jusqu'à 30 degrés, et au contraire très très froid en hiver. On va maintenant étudier rapidement cette carte que vous regarderez attentivement. Alors le titre de document ici, donc c'est le complexe concentrationnaire d'Auschwitz. Et on voit que ce complexe concentrationnaire, en fait, comportait trois camps. Donc, il y a ce qu'on appelle Auschwitz I, qui est le camp principal, Auschwitz II, qui est donc Auschwitz II Birkenau, et Auschwitz III Monowitz. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier donc chaque camp les uns après les autres. Donc, je commence évidemment par Auschwitz I, donc le premier camp, le camp principal. Auschwitz I, en fait, il a ouvert le 20 mai 1940. Donc c'est ce qu'on appelle un camp de concentration. Et surtout au début, donc à partir du mois de mai 1940, ce camp accueille des prisonniers de guerre soviétiques et des opposants politiques polonais et soviétiques. Ensuite, on y trouve des juifs, on y trouve des résistants de toute nationalité. Et il a été construit sur le site d'une ancienne caserne de l'armée polonaise. Alors, si on regarde ici sur la carte, quel bâtiment trouvait-on à Auschwitz I, donc le camp principal? Alors, on trouve ici ce qui s'appelle une rampe, donc qui correspond au lieu d'arrivée des convois de déportés. Il y a ici des fours crématoires, un four crématoire, des chambres à gaz et il y a également des entrepôts. Donc, entrepôts des biens confisqués aux détenus. Vous voyez ici autre bâtiment. Donc, par quel moyen de transport arrivait-on ici les déportés arrivaient à Auschwitz? Ils arrivaient en train. Alors, il faut imaginer que le voyage jusqu'à Auschwitz était déjà en elle-même une épreuve terrible. Les déportés étaient entassés dans des wagons à bestiaux, dans lesquels il n'était pas possible ou très difficilement possible de respirer. L'air était terrible, il n'y avait pas de toilette, ils devaient utiliser un seau. Donc dans chaque wagon, on imagine des dizaines de personnes qui sont enfermées dans un espace qui est extrêmement confiné pendant des jours entiers. Certains mouraient durant le voyage de soif, de faim, de maladie ou encore d'asphyxie. Et d'où venaient-ils? D'où venaient les déportés qui se retrouvaient dans ce camp de concentration d'Auschwitz? Ils venaient de toute l'Europe, qui était, je le rappelle, quasiment toute occupée par les Allemands nazis. Alors, je vous ai mis ici quelques illustrations que j'ai trouvé sur en fait un reportage qu'on peut trouver sur internet, donc qui vient en fait de M6 à la base. Qu'est-ce qu'on peut lire ici à l'entrée du camp? C'est une expression allemande en fait qu'on retrouvait à l'entrée de nombreux camps de concentration allemands. Alors le travail, Arbeit macht frei, le travail rend libre. C'était un slogan extrêmement cynique, donc je répète, qui était apposé à l'entrée de très nombreux camps de concentration. Alors, on va rapidement en fait rappeler ce que c'est et comment fonctionne un camp de concentration. Nous, en classe, on avait étudié le camp de Dachau et on avait visité ensemble le camp du Struthof. Je vous rappelle que Dachau avait été le premier camp de concentration ouvert dès 1933. Et quel est le principe? On y trouve des résistants et des opposants de toute l'Europe. Ils sont soumis au travail forcé et le but est de les tuer. Quel est l'avantage pour les Allemands de les faire travailler? C'est tout simplement une main-d'œuvre gratuite pour répondre à l'effort de guerre. Donc on trouve dans ce camp d'Auschwitz, comme au Struthof qu'on avait visité, donc plusieurs baraquements d'habitation. On avait pour les femmes, certaines pour les hommes, d'autres baraquements d'habitation pour les tziganes, qu'on appelle donc des baraquements en fait qu'on appelle aussi des blocs. Et on pouvait compter une vingtaine de blocs à Auschwitz I, mon camp principal, au mois d'août 1941, et les déportés y étaient entassés par centaines. Donc tout le camp ici était entouré par des barbelés, comme au Struthof. Donc je rappelle que dans ces baraquements comme au Struthof, les déportés y dormaient. Donc on les utilisait en fait comme dortoir. Et ils dormaient en tête bêche dans des sortes de lits à étages qu'on avait également vu au Struthof qu'on appelait des chalets. Donc j'avais expliqué qu'il y avait des barbelés, et le tout est également surveillé par des miradors.
Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, Barbelé et Mirador. Les rations alimentaires, elles, étaient constituées, comme au Struthof, hein, d'une soupe diluée, d'un morceau de pain. Ces rations étaient à peine suffisantes pour survivre, et toute tentative de révolte était suivie d'un passage à tabac par les gardes SS qui se montraient terriblement violents. D'autant plus qu'à leurs yeux, hein, les Polonais étaient une race entre guillemets inférieure, qu'ils pouvaient entre guillemets tabasser comme bon leur semblait. En fait, on faisait régner dans ces camps de concentration la terreur, c'est-à-dire la peur. Comme au Struthof, la discipline reposait sur les épaules de prisonniers chargés d'encadrer les détenus. On les appelle les capots. C'était en général des criminels professionnels. Euh, et ils savaient que s'ils montraient le moindre signe de faiblesse, ils pouvaient être relégués au rang de simples prisonniers. On passe au camp 2, donc, qui s'appelle Auschwitz II Birkenau, qui a été ouvert le 8 octobre 1941. Alors, on était ici dans d'anciens marécages. Donc, à partir du moment où le camp 2 est ouvert, le camp 1 en fait devient ce qu'on appelle le Stammlager, donc le camp souche, le camp principal. Alors, on peut voir ici, hein, on peut regarder à peu près la taille, on peut voir la taille ici des bâtiments, de ce qui apparaît en marron. Donc en fait, c'est un camp qui est immense, le camp 2, hein, qui s'étend sur une superficie de 170 hectares. Et ce camp est entouré de 16 km de barbelés. Quel bâtiment pouvait-on trouver à Auschwitz? Donc comme pour le camp 1, on a une rampe. Donc ce qui sous-entend que, comme pour le camp 1, les déportés arrivent en train. On trouve également des fours crématoires. Donc on voit ici 4 petits blocs rouges, donc 4 fours crématoires, 4 chambres à gaz et des entrepôts. Alors je vous ai mis ici donc 2 images. Alors vous avez ici l'image en fait donc du rail de chemin de fer, donc le train qui mène directement jusqu'à l'intérieur du camp. Alors, je vous ai mis voilà, le plan d'Auschwitz Birkenau. Donc si on regarde attentivement la légende, on voit en fait que dans ce camp en fait relève de 2 fonctions. Il y a d'abord ce qu'on appelle un camp de concentration. Donc c'est la même chose que le Struthof, c'est la même chose que le camp 1, donc le camp principal. Et la nouveauté, c'est que Auschwitz de Birkenau est en même temps ce qu'on appelle un camp de la mort. L'ancienne expression utilisée était camp d'extermination. Je répète qu'un camp de concentration, c'est un camp de travail forcé et qui était envoyé des résistants et des opposants de toute l'Europe. Donc maintenant, il nous reste à comprendre ce que c'est en fait qu'un camp de la mort. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de la mort? Alors, quels sont ici les bâtiments qui répondent à cette fonction? On voit donc chambre à gaz et fosse commune. Alors, on va prendre un texte que vous lirez un petit peu plus tard. Alors, qui est l'auteur de ce document? Donc, c'est Rudolf Heuss, hein, qui était le commandant du camp d'Auschwitz. En fait, ce texte, c'est quoi? C'est une retranscription de sa déposition au procès de Nuremberg, donc qui était en fait des grands procès organisés après la guerre pour juger les plus grands criminels nazis. Alors, arrivés en train, comment les nazis sélectionnaient les déportés? Alors, un médecin, j'insiste sur le médecin entre guillemets, parce qu'un médecin est quand même censé soigner des gens, hein, ce qui n'était pas du tout le cas ici. Donc un médecin jugeait leur aptitude au travail. Alors il faut déjà imaginer qu'après un très très long voyage en train, en arrivant ici à Auschwitz, les passagers étaient déjà épuisés, étaient déjà exténués par le voyage. Donc il y a ce qu'on appelle maintenant un processus de sélection entre ceux qui étaient jugés aptes au travail et ceux qui étaient jugés inaptes au travail. Alors qui étaient jugés inaptes au travail? Les femmes enceintes, systématiquement tous les enfants. Donc quand je dis enfants, c'est entre à peu près 15-16 ans, mais aussi les plus âgés, voire les handicapés. Et leur mort, je répète, dépendait du bon vouloir de ce médecin qui ne les examinait pas. Donc c'est ceux qui étaient condamnés là, donc, qui étaient jugés inaptes au travail. Il leur arrivait en fait à tous le même processus. Ils étaient mis à nu, ils étaient rasés, ils étaient tatoués, ils étaient dépossédés de tous leurs biens qu'on stockait dans des entrepôts. Leurs objets personnels, leurs objets de valeur ont fait en fait l'objet d'une comptabilité extrêmement précise établie par l'administration d'Auschwitz et ensuite qui était envoyée en Allemagne. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ces gens-là vont être envoyés dans ce qu'on appelle des chambres à gaz dans lesquelles ils vont être exterminés sur le champ. Et quel gaz a été utilisé en fait, est à l'origine de leur mort? C'est ce qu'on appelle le Zyklon B. Alors je vous ai mis ici un petit schéma qui vous montre en fait ici d'abord donc l'escalier par lequel les victimes entrent dans le bâtiment.
Donc ici, hein, les victimes descendent les escaliers. On demandait donc on leur demandait à ce qu'ils se déshabillent. On leur expliquait qu'ils devaient être désinfectés et ensuite donc on les amène dans cette fameuse chambre à gaz qui ressemblait à des douches, donc on leur faisait croire qu'ils allaient prendre des douches. Ensuite on fermait les portes et c'est là où était versé donc le Zyklon B, donc qui procédait à une mort sur le champ. Alors sur le champ c'est plutôt entre 3 et 5 minutes. Et à partir de là, on récupérait alors les derniers objets de valeur qui restaient en leur possession. Ça peut être des bagues, par exemple, des alliances ou des dents en or. Donc ça, c'était de ce genre de tâches en fait étaient réalisées par ce qu'on appelle les capots. Donc d'autres en fait prisonniers donc qui venaient du camp de concentration. Donc je répète ici qu'on est donc dans un camp de la mort dans la mesure où on va tuer en fait dès leur arrivée ceux qui sont inaptes au travail et on va les tuer donc de manière industrielle. Donc tout est fait en fait pour rationaliser la mise à mort des déportés qui seraient entre guillemets inutiles et considérés comme des races toujours entre guillemets inférieures pour les Allemands. Alors, il nous reste en fait à parler d'un dernier camp qui est le camp d'Auschwitz III-Monowitz, qui est un camp de concentration ouvert à partir de mai 1942. C'était un camp de travail pour la société IG Farben et qui était en fait destiné aux prisonniers les plus robustes. Il y avait une usine de caoutchouc et d'essence synthétique donc qui dépendait de cette entreprise. Alors, pour voir comment on survivait dans ce camp d'Auschwitz III-Monowitz, je vous propose de lire cet extrait. Donc c'est en fait l'extrait d'un roman qui est d'un livre qui est extrêmement célèbre, donc écrit par Primo Levi. C'était en fait un écrivain juif italien. À la base, il était chimiste. Et après son engagement en fait dans la résistance au fascisme, donc en Italie, il est arrêté, il est déporté à Auschwitz en février 1944. Et en 1947, il publie son autobiographie qui s'appelle Si c'est un homme. Donc vous le lirez tout à l'heure. Et à quelles difficultés là-dedans a-t-il été confronté pendant sa déportation? Alors le texte parle de la faim. Donc comme dans le camp principal ou comme au Struthof, les rations étaient peu importantes. Les déportés, en principe, c'est ce que je disais avant, ils recevaient 3 repas par jour. Ça peut être un bout de pain rassis, une sorte de café le matin. Ils avaient un repas ensuite le soir. Ça peut être du pain, ça peut être du saucisson, un peu de margarine ou encore une cuillère à soupe de marmelade ou un morceau de fromage. Et le tout était souvent rance et moisi. Donc il parle également donc là de certains risques, notamment le vol, donc par la part d'autres déportés. Et il parle de ce qu'on appelle le corps meurtri. Donc il parle de plaies infectieuses, de ventre enflé, de membres desséchés, alors l'humidité, les fuites d'eau dans les toits, les paillasses qui sont souillées par les prisonniers, les rats, l'absence d'installation sanitaire, donc tout ça, donc ce sont des conditions d'hygiène extrêmement difficiles, donc déplorables. Donc dans ce camp, on y mourait par le travail, on y mourait par la faim, par des maladies comme le typhus, la dysenterie ou encore le froid. Et il parle également du travail harassant. Donc il était en fait employé comme main-d'œuvre dans donc, une usine, je rappelle, qui dépendait de la société allemande IG Farben. Donc je répète que ce complexe concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau, donc le camp 2, je parle bien du camp 2, est à la fois un camp de concentration et un camp de la mort. Donc c'est un espace clos et ordinaire de groupes de population, surtout les juifs et les tziganes. Alors, je vous ai mis ici une carte qu'on a déjà étudiée ensemble, donc on ne va pas la représenter, donc elle vient d'un manuel en fait de 3e. Quels sont les autres centres de mise à mort? On voit Treblinka et Sobibor sur la carte, et ils sont situés surtout dans les territoires annexés, occupés par l'Allemagne. Quels centres ici ont été les plus mortués? C'est Auschwitz et c'est Treblinka. Alors, par rapport à la libération des camps, je vous rappelle qu'à partir d'août 1944, l'armée rouge est seulement à 200 km d'Auschwitz et à la mi-janvier 1945, devant l'avance des forces alliées, les nazis font disparaître les traces les plus monstrueuses de leurs crimes et procèdent à une évacuation précipitée des camps. Le camp est finalement libéré par les soviétiques le 27 janvier 1945. Les troupes soviétiques, quand elles entrent dans le camp, elles trouvent plus de 7000 personnes dans l'ensemble concentrationnaire d'Auschwitz, essentiellement des malades. Avec en fait l'ouverture des camps et le retour des rescapés, le monde redécouvre l'horreur des camps. Le bilan de génocide est assez difficile à établir. Compte tenu de l'opacité des archives allemandes et de l'ampleur des massacres spontanés, on estime à peu près qu'environ 1 million de juifs sont morts à Auschwitz, au moins 5 millions de juifs a disparu, auxquels il faut ajouter près de 300 000 tziganes. Donc je répète, 1 million de juifs à Auschwitz, 5 millions en tout auraient disparu et 300 000 tziganes. Alors ça c'est la trace écrite, donc c'est ce qu'il faut en fait inscrire dans le tableau que vous avez
dans votre cahier. Donc on peut bien parler d'un génocide parce que l'extermination du peuple juif a bien été programmée, a bien été planifiée par l'État nazi. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez des questions.